Merci beaucoup pour, je dirais, je remercie Clarisse et je remercie chacun des intervenants pour l'exceptionnelle richesse et la remarquable complémentarité des propos. Et si vous voulez bien, il nous reste encore un petit peu de temps. On va discuter un petit peu et je vais commencer par demander si, entre les intervenants, s'ils ont eux-mêmes des questions à se poser les uns aux autres, et puis ensuite, je vous donnerai la parole. Est-ce qu'il y a des questions de votre part ? Mais très bref, hein. Mais c'est 3 mots, hein. C'est alors ultra bref, hein. Ultra bref, hein. Une seule fois, oui. Voilà, c'est au sujet de la philologie. Pardon. De la philologie, on parle beaucoup de linguistique, mais pas de la philologie, c'est-à-dire l'étude scientifique des langues écrites. Et il est vrai que la langue écrite est tout à fait nécessaire pour tout. Et car vous savez que quand on apprend une langue étrangère, on apprend surtout dans le sens de la parler, mais rarement de l'écrire. Et c'est pour cette raison qu'il me semble que l'écriture est essentielle, et surtout que même d'un point de vue psychophysiologique est très importante. Et donc peut-être vous pourriez nous parler un peu. Non, pas trop, parce que la philologie, c'est l'étude des textes pour savoir ce qui... Voilà. C'est pas l'étude des langues, c'est l'étude de ce que Homère a dit, Kant a dit ou Samuel Beckett. Donc on est du côté de l'individuel. Alors c'est vrai que c'est le texte. Alors et là, en complément de ce que Clarisse a dit, je veux dire, où c'est vrai, la langue, c'est du rythme, c'est du son. La langue, c'est aussi des textes. Et les textes, je crois que, pour ça que j'ai insisté sur la traduction, que comprendre comment du discours s'est fait à partir d'une langue ou de plusieurs langues pour produire un sens nouveau, et ça c'est à travers un texte, pour moi c'est un exercice essentiel de formation de l'esprit, et on rejoint c'est une des manières de retrouver cette dimension historique de la langue. Histoire veut dire émancipation. Alors que maintenant on voit que dans les fondamentalismes, qui sont modernes, ils sont archaïques, mais ils sont très modernes, puisqu'ils prennent la réalité d'une révélation, d'une nation, d'une race, comme étant une réalité d'ordre objectif. Et ça, c'est moderne. Et là, on aplatit toute l'histoire. Il n'y a pas d'histoire exactement comme dans le discours économiste actuel. Merci beaucoup. Les intervenants vous donnent la parole. Hein, et donc, on passe aux premières questions. Merci. Merci beaucoup. Je suis Claire Tardieu de la Sorbonne Nouvelle et je vous remercie pour tous ces exposés très, très enrichissants. Je suis là. Voilà. Et en fait, j'ai deux questions, donc je vais aller vite. La première s'adresse plutôt à Anne-Claude Berthoud et aussi à Pierre Judet de Lacombe qui a déclaré être un peu pessimiste. En fait, c'est par rapport à l'enjeu budgétaire de l'anglais dans le monde. Et aussi au fait que les anglophones n'apprennent plus les langues étrangères. Donc ni les langues, ni les cultures, etc. Donc ça, c'est un souci. Et la deuxième question concerne le plurilinguisme et ce qu'on appelle aussi aujourd'hui le translanguaging. C'est-à-dire, il me semble qu'il y a un paradoxe à la fois dans la volonté humaniste du plurilinguisme, de vouloir développer cette mise en contact des langues, des cultures, etc., qui est tout à fait intéressante. Et l'autre paradoxe qui a été souligné par Pierre Fratt, enfin l'autre part du paradoxe, qui est l'affaiblissement de la maîtrise des langues, qui pose un vrai problème dans les universités aussi, pour aborder une démarche plus approfondie dans les textes, etc. Bon, peut-être juste, est-ce que ça marche? Peut-être juste pour répondre sur votre deuxième question. Vous avez absolument raison, on ne peut pas imaginer des échanges constructifs entre les langues, voire des comparaisons, s'il n'y a pas maîtrise d'un système linguistique. Donc, pour répondre aussi à ce que disait Pierre Fratt, l'enseignement de la langue du pays ou de sa langue est fondamental. Sinon, il n'y a pas d'échange productif ou créatif possible. Et je crois que c'est une façon de répondre un petit peu à vos deux questions.
Ça s'adresse aussi directement à ce qu'a dit Pierre Fratte, qui est assez impressionnant. C'est vrai qu'il ne s'agit pas d'imposer le français contre l'anglais. C'est absurde. C'est quel français ? Si on prend le français comme langue de communication, comme langue de service, comme on a dit avec Huysmans, c'est absurde. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est vraiment apprendre. Ça, c'est un paradoxe, mais qui me paraît central. Bien connaître sa langue maternelle, c'est la condition d'ouverture universelle. C'est-à-dire que toute langue est universelle par définition, non seulement parce qu'elle peut tout dire, mais parce qu'elle est en rapport possible avec toutes les langues. Et donc, il s'agit de savoir comment l'universel a été dit dans les générations antérieures pour pouvoir puiser dans ce qui a été oublié souvent. C'est pour ça que la lecture des textes est importante. La lecture de la littérature, c'est une chose essentiellement démocratique, contrairement à ce qu'une certaine gauche a dit pendant des décennies. C'est-à-dire qu'il s'agit de connaître vraiment sa langue pour pouvoir s'ouvrir et comprendre ce que dit l'autre. Simplement pour prendre un exemple sur le mot dette, bon ça c'est un exemple connu, mais en allemand, dette se dit péché. Et on ne comprend pas qu'Angela Merkel est tellement, fille de pasteur, soit tellement crispée sur la dette. Pour nous, la dette, simplement, c'est ce qu'on doit. En français, ça n'a strictement rien à voir. Donc quand dans un langage international on parle de dette, quand des théoriciens de l'économie parlent de la dette, ils parlent en fait de mondes culturels complètement différents. Donc il faut toujours traduire, et pour ça il faut connaître sa langue. Et il faut puiser dans sa langue les possibilités de comprendre ce que l'autre veut dire. Ça passe, bon, c'est vrai, ça passe par la musique, c'est essentiel. Donc c'est un rapport physique, corporel à la langue, mais c'est aussi, ça passe par les textes. Et il faut apprendre à transformer les textes en musique. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit, Claire, et toi aussi, Anne, à propos des langues, de la maîtrise de la langue maternelle. C'est notamment le problème est très crucial en Afrique, parce que si on ne développe pas un enseignement dans la langue maternelle des enfants, eh bien, ces langues vont disparaître. Et ce qui se pratique maintenant en Afrique, c'est qu'ils ont choisi, pour des raisons généralement de population majoritaire, des langues, 1 ou 2 ou 3 langues dites nationales, qu'on enseigne maintenant à tout le monde, à tous les enfants. Enfin, ça ne marche pas trop bien, mais il y a des problèmes. Mais enfin, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais ça ne résout en aucun cas le problème des enfants qui ne sont pas des locuteurs natifs de ces langues dites nationales. Donc en fait, l'Afrique reprend le chemin qui a été suivi en Europe, où par exemple le français a finalement l'enseignement du français a abouti à la disparition des langues régionales. En France et en Italie, enfin en Italie ça survit un peu, mais pas trop mal, quoi, mais en Allemagne et dans d'autres pays. Donc on est en train de prendre ce chemin. Donc les langues nationales africaines, celles qui sont en train d'être mises en place, sont en train en fait de détruire aussi, comme le faisait le français, les langues finalement maternelles des personnes. Si on ne prend pas conscience de ça, en ce moment je suis en train de travailler un bouquin sur la didactique des langues africaines, et ce problème-là n'est pas perçu par les gens qui ont envoyé des articles. Il n'est pas perçu. La difficulté, on croit que c'est... Là, il y a, à mon avis, une perversion, mettons, nationaliste. C'est-à-dire, on met en place une langue dite nationale, et souvent en opposition aux langues dites du colonisateur, le français et l'anglais. Mais ça ne résout pas de problème. Ça ne résout pas le problème des enfants qui naissent dans par exemple, 450 langues du Congo. Hein? Voilà. Donc, merci beaucoup pour vos interventions. En fait, j'avais une question, c'était surtout à la fin de la première présentation, où vous avez remarqué donc, quelle valeur attachant à telle ou telle langue. Et la chose qui m'est venue tout de suite, c'est que c'est la place de l'intercompréhension. Cette idée, jusqu'à présent, on a parlé un petit peu il y a de l'opposition finalement dans les langues, alors que je trouve, même avec mes collègues, je travaille dans un département scientifique, dans un IUT, et c'est vrai qu'entre les profs qui disent on est en France, donc je vous laisse compléter la phrase, hein. On est en France, on parle français, et puis voilà, comme ça m'évite une bonne boulet de linguistique à tirer, ou sinon j'attends l'intelligence artificielle pour pouvoir, donc comme ça j'ai pas besoin de parler une langue. Mais ma question c'était donc quel est le rôle, vous pensez, de l'intercompréhension
dans la gouvernance linguistique. C'est peut-être une question très large, mais quelques pistes peut-être. Mais je crois que le français n'a pas d'autre fonction que les autres qui font partie de la famille. Ça dépend du point de départ. Hein, si vous commencez par l'italien, vous la visez par rapport à l'italien. Donc je crois que ce qui est important aussi dans l'intercompréhension, c'est d'approcher les autres par sa propre langue, mais je ne vois pas en quoi le français, comme point de départ, serait différent que si l'on parle de l'italien ou de l'espagnol. Je crois que le français, bon, on en parle plus aujourd'hui parce qu'on est en France, mais je ne crois pas que là, on a un statut particulier pour une langue ou pour une autre. Je crois que ce serait un petit peu aller à contresens pour la notion même d'intercompréhension. Mais je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais ça n'est pas du tout contradictoire de parler de langue scientifique ou non langue scientifique et de parler d'intercompréhension. Je crois que c'est totalement intégrable. Oui, je vais développer très brièvement 2 points qui sont relatifs à l'abandon du latin et aux questions que vous avez posées. J'ai été frappé par un article de The Economist en anglais qui s'élevait contre l'étymologie latine. Bon, on est dans le contexte de « on n'apprend plus le latin, à quoi ça sert ?» Il proposait d'écarter de l'anglais des mots comme abjurer, adjurer, parce que ça vient de ab et de ad, et ne comprendre que par le latin. Et il proposait de remplacer ces mots d'origine latine par des mots germaniques, donc sans étymologie particulière. Voilà, ça c'est une illustration, à mon avis, d'absurdité. Alors, comment faire face à cette absurdité, comme vous en avez parlé? Pour moi qui ai appris classiquement l'allemand et mal appris classiquement l'anglais, que j'ai pratiqué mais que j'ai mal appris, j'ai l'impression que le sauvetage, le remplacement du prof de latin français, qui apprenait surtout le français, doit passer par des profs de langue qui, au lieu d'apprendre, de nous enseigner l'anglais et l'allemand, doivent nous enseigner l'anglais français, l'allemand français. Autrement dit, prendre le rôle du prof de latin, puisqu'on admet qu'il doit disparaître, ce qui n'est pas totalement évident, mais enfin, statistiquement, c'est évident. Donc voilà, c'est juste pour appuyer les 2 réflexions que vous avez données. Cette dérive bizarre d'un anglais snob du Nouvel Économiste, vous connaissez peut-être, qui met l'accent sur les mots germaniques, et le relais à prendre en donnant une autre formation aux profs de langue, en leur donnant un autre objectif, qui est d'enseigner les 2 langues et non pas leur langue. Et oui, c'est pas intéressant l'exemple que vous venez de donner. Mais dans ce cas-là, en anglais, il faudrait supprimer creativity, car ce mot-là vient du latin. Donc, il n'y aurait plus de création en anglais. Et innovation, et encore creativity, c'est-à-dire la créativité, proprement dite, que comprend l'innovation. Voilà, oui. Et d'ailleurs, l'humour anglais et français, en tant que étymologie. Oui, non, juste pour revenir, c'est bon. Alors c'est vrai, quand on lit les textes scientifiques anglais, donc encore du XXe siècle, c'est du français quasiment. Donc la plupart des mots sont latins. Alors par rapport au latin, bon, là le ministre va relancer le latin. Ça c'est vrai que là il y a tout un effort qui est fait. Bon, espérons que ça ira dans le bon sens parce que le ministre est persuadé, ça, alors ça je le suivrai entièrement. Lui qui vient des sciences cognitives, etc., que ce qu'il faut, c'est que la grammaire est essentielle et surtout la thématisation de la grammaire. C'est-à-dire qu'il faut connaître, savoir dire antécédent du relatif, complément circonstanciel, etc. La bonne vieille grammaire, c'est pas réactionnaire du tout. Ça, je pense, au contraire, c'est très progressiste. Alors, par rapport à ce que vous dites, enseigner plusieurs langues, je pense qu'il faut effectivement enseigner les langues en général. Donc la grammaire générale, qui est un vieux projet français, parce que le grand tort, tout ce qu'on dit avec ces langues dénotatives, langue de service, l'anglais, etc., c'est qu'on confond phrase, donc un élément linguistique, et proposition logique. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, il y a sujet, prédicat, donc il y a eu toute la querelle du prédicat, et on dit, avec la langue, on arrive à dire le réel, parce que le réel, c'est des prédicats qui sont attribués à un sujet.
Si on prend l'allemand, on voit qu'avec l'inversion ou avec le verbe à la fin, etc., on n'a pas l'ordre sujet, copule, attribut, etc., que l'attribut n'est pas un attribut, que c'est un adverbe en allemand. Si on voit qu'effectivement le latin, etc., là, c'est vraiment le désordre, donc ce sont les cas qui marquent les fonctions et non pas l'ordre de la phrase. Si on donne une sensibilité linguistique pour qu'on comprenne que la langue, c'est un monde, c'est un milieu, que ce n'est pas le reflet du réel. Et là, c'est là qu'on a vraiment l'idéologie qui se met en place. Et ça devient, alors une idéologie, comme c'est l'anglais qui domine, on va dire qu'on va faire comme si c'était l'anglais disait le réel. C'était une ontologie, encore une fois. Mais je pense que là, il faut qu'un professeur de langue doit pouvoir enseigner la grammaire générale, de certaine manière, dire que les langues sont, même si elles disent toutes la même chose, les grammaires fondamentales des langues sont les mêmes, ça on le sait, les linguistes le savent, il n'y a qu'une seule grammaire en réalité de toutes les langues, mais elles le font différemment et on peut montrer que ce sont des rapports, on construit différemment le réel. Et la temporalité, donc la musique, n'est pas la même, et la musique, c'est aussi l'ordre dans lequel les représentations sont élaborées. Et ça me paraît essentiel de passer par cette sensibilité linguistique. Et ça, je trouve que la traduction, j'y reviens, est pour moi l'exercice essentiel. Bonjour, je suis Frédérique Pénilla, je suis la présidente de l'ADQF, l'association des directeurs de centres universitaires d'études françaises. Merci beaucoup pour les excellentes présentations qui ont été faites et contributions. En particulier, merci à Madame Ehrenschmidt d'avoir affirmé clairement qu'il n'y a pas de politique linguistique, mais que la politique, c'est la linguistique, c'est de la politique, et essentiellement. Et je vous donne un petit témoignage, c'est que je travaillais précédemment comme attachée de coopération au Maroc. Et la question linguistique est vraiment une question extrêmement sensible et très politique dans ce pays et dans de nombreux pays. J'ai l'impression qu'en France, elle ne l'est pas tant que ça à l'agenda et que les questions linguistiques sont quand même traitées de manière très périphérique, ne suscitent pas énormément de débats. On a vu les Jeux Olympiques se dérouler il y a quelques mois avec tout un tas de terminologies anglicistes. Je suis moi-même angliciste, donc je me permets de le dire, sans qu'on s'émeuve particulièrement de voir des nouvelles disciplines, même pas traduites, short track, etc. En se disant que peut-être aujourd'hui, si le patinage artistique émergeait aujourd'hui, on ne l'appellerait jamais patinage artistique, mais on l'appellerait figure skating probablement. Et donc cette question linguistique me semble quand même pas tellement présente dans le débat public en France, alors qu'elle l'est dans d'autres pays. Et je mentionnais le Maroc, où la langue française est cette langue du colon, et la langue arabe, la langue de la religion, et donc la langue parlée finalement n'est ni l'une ni l'autre, et donc avec les difficultés que ça peut poser. Et je voulais juste faire encore une dernière remarque, pardon, et plutôt même une question à Monsieur Fratt, concernant son exposé sur la perte finalement et le coût du délaissement linguistique dans les sciences, qui était vraiment un exposé très éclairant. Et je me demande, les scientifiques qui sont des personnes tout à fait rationnelles, ne voient-elles pas ce coût? N'y a-t-il que les linguistes qui sont en mesure de le pointer, de l'évaluer? Eux-mêmes ne sont-ils pas en mesure de voir le coût de ce délaissement? Merci. Alors, je crois que vous avez échappé à toutes les discussions des Corses. La question de la langue est toujours prise par les langues marginales en France. Les Corses, les Bretons, les Basques, les Alsaciens ont arrêté. En quoi ils ont raison? Parce qu'ils continuent à causer. Hein. Bon, c'est comme ça qu'elle est prise, la question de la langue en France. C'est par les langues dites minoritaires. Bon, le paysage linguistique de la France est un des paysages les plus complexes de l'Europe quand même. Hein. Et donc, le français s'est imposé comme on sait, mais bon, je ne pense pas que la question soit absente. Hein. Elle est posée de façon par des langues minoritaires et de façon souvent assez agressive, assez régionaliste, un peu lourde. Au fond, elle est un peu traitée de haut par les élites. C'est ça que je vois, hein, de haut. Bon, voilà. Je veux dire, maintenant, comment est-ce qu'il faudrait faire, je ne sais pas. Pour votre question à propos de la prise de conscience des problèmes linguistiques par les scientifiques,
Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont très conscients de ce qui se passe et qui le regrettent. Si vous parlez avec des gens qui sont obligés d'écrire en anglais leurs articles scientifiques, ben, c'est toujours la panique pour beaucoup d'entre eux. C'est vraiment le gros problème. Et donc, ils le regrettent. Bon, mais ils sont conscients. Par exemple, Jean-Marc Lévy-Leblond, que tu as cité tout à l'heure, lui, il est très conscient de ce problème et beaucoup d'autres. Le problème de l'anglicisation n'est pas lié tellement aux scientifiques eux-mêmes, c'est lié au management des universités et surtout des grandes écoles. C'est eux qui pensent, ils sont dans cette espèce de snobisme que vous avez également dans les grandes entreprises françaises. Vous avez les organigrammes qui sont en anglais, passez devant voir Natixis, toutes ces espèces de banques là, c'est tout en anglais. C'est un snobisme. Et donc ceux qui dirigent les universités sont souvent issus de ces mêmes milieux. Et donc il y a cette idée qui se généralise dans l'intelligentsia française qu'en dehors de l'anglais, point de salut, l'anglais c'est moderne. D'ailleurs maintenant il y a comment on dit, un trickle down en anglais, mais comment on disait pour le... un ruissellement vers le bas, puisque vous avez, dans mon petit village, il y a l'affaire Blanterie by Pascal Schmitt, etc. Donc, vous voyez que ça commence à devenir grotesque. Alors, l'espoir, quand même, que j'ai, c'est qu'à un moment donné, les gens vont se rendre compte. L'autre espoir, c'est que, et nous y travaillons peut-être avec l'OEP, c'est qu'un jour, on puisse attaquer en justice des masters qui sont en anglais, ce qui est contre la loi. Il y en a environ 700, 800, je ne sais plus combien, entièrement en anglais, qui sont clairement contre la loi, y compris Fioraso, les attaquer en justice, faire une bonne cible, et puis à ce moment-là, peut-être que les journalistes vont s'y intéresser, et peut-être qu'au bout du compte, les politiques et donc le public vont s'y intéresser. Juste ajouter un mot, parce que je suis totalement d'accord, c'est-à-dire que l'anglicisation, ce n'est pas de l'impérialisme américain, c'est franco-français, c'est autochtone. C'est-à-dire c'est une conception de l'université, des grandes écoles, de la gestion, donc par un personnel politique qui en général n'a pas fait de doctorat, n'est pas scientifique du tout, et qui se trouve au ministère, c'est quelques dizaines de personnes seulement qui sont au ministère, qui décident des critères d'évaluation, etc., et qui reproduisent une idée scientiste, fait comme s'il n'y avait qu'un seul discours scientifique possible, et c'est comme ça que nous sommes évalués. Et ça, on a vu ça, c'est depuis 10 ans, en gros, que ça s'est fait. Mais c'est franco-français, et l'anglais sert de moyen coercitif sous prétexte d'universalisation. Et c'est là qu'on manque, et je trouve que dans les réactions politiques alors là sur l'université, on n'a pas fait assez l'histoire de l'université française pour comprendre pourquoi on en est là. Combien reste-t-il de questions? Parce qu'il faudrait qu'on aille déjeuner. 2, 1, 2, j'arrête. 1, 2, et c'est fini. Et on va déjeuner. Allez-y. Bien, merci mesdames, messieurs pour vos interventions qui ont été tellement... on va dire, enrichissante. Et je voudrais surtout vous remercier pour une dimension que vous avez tous finalement touchée, qui est que une langue qu'on doit enseigner, quels que soient ou une langue tout court, tout simplement, quels que soient les objectifs qu'on poursuit, ça va bien au-delà de la connaissance, son lexique technique particulier, spécifique, par rapport à l'objet que l'on poursuit. Dans une expérimentation que j'avais faite à Nice, une expérience qui était d'enseigner, d'essayer d'aider les chercheurs, enseignants-chercheurs, à développer leurs compétences dans des écrits scientifiques, je me suis aperçu que le vocabulaire technique et scientifique était bien plus maîtrisé par eux que par moi, professeur de langue anglaise. Et que le problème, ça n'est pas finalement le lexique, c'est le discours. C'est l'activité langagière, comme vous l'avez développé, Madame Berthoud, c'est l'interaction sociale, scientifique, académique, et c'est cette capacité à interagir. On part souvent du principe qu'elle est de fait, que les gens savent interagir en langue étrangère. Or, il n'y a rien de plus faux. Vous l'avez dit très bien, on peut connaître tous les lexiques d'une langue sans pouvoir l'utiliser. Et c'est vraiment ça la dimension. Qu'est-ce qu'une langue étrangère? C'est permettre de développer une capacité à interagir. Mais ça ne va pas de soi. Et c'est là où nous avons une piste absolument essentielle pour l'avenir, donc la gouvernance, les gouvernances linguistiques dans l'université française. Merci. Merci. Je veux dire.
Vous êtes d'accord? Il n'y a même pas besoin de répondre. Bon. Donc une autre dernière question, et puis on passe aux aspects pratiques. Non, c'est bon. Oui, Paul Petit pour la DGLF-LF au ministère de la Culture. Merci également pour vos contributions extrêmement nourrissantes et on va continuer d'en faire notre miel. Plus fort. Notre miel plus près du micro. Avec vous. Il faut que je répète ce que je viens de dire ou ça va? Oui. Vous parlez plus fort. Donc, je confirme que je suis Paul Petit de la DGLF-LF, oui. Ministère de la Culture. Avec Jean-Christophe Bonissant, nous travaillons auprès du délégué général Loïc de Péquer qui s'est exprimé tout à l'heure. Simplement pour préciser, peut-être nuancer ce que disait ma camarade Frédéric Pénilla sur l'absence de débat. On a quand même bien remarqué un peu tous que le fait que le président de la République se saisisse du sujet de la francophonie et lance un grand plan langue française et plurilinguisme en mars dernier nous donne un moment très particulier pour faire avancer nos sujets. Donc Pierre Fratte a mentionné une série de problématiques. Il s'agit pour nous alors à la DGLF concrètement pour le ministère de la Culture de porter une série d'actions qui sont dans ce plan. C'est de la francophonie un peu classique, mais effectivement il manque dans ce plan quelque chose sur nos sujets du français dans l'enseignement supérieur, des sciences en français. Notre travail, c'est de profiter de ce moment où on parle de langue, où on parle de francophonie, dans le plurilinguisme. Quand même, le sujet est un peu moins évident, politiquement correct, mais quand même, on parle de francophonie. Donc, d'arriver à faire exister nos sujets dans cette dynamique, et on travaille à préparer avec tout le débat que vous soulevez avec l'OEP, avec toutes les rencontres qu'on peut avoir, nous, avec le monde scientifique, faire exister vraiment ce sujet pour arriver à des propositions très concrètes qui seraient idéalement une action concertée avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Voilà, on a bon espoir de faire avancer nos sujets. Le cadre légal y participe, mais pas uniquement. Ça veut dire faire vivre la loi Furaso d'une certaine manière, mais c'est aussi la prise de conscience en France même d'une appartenance linguistique et d'une appartenance francophone. C'est-à-dire là, c'est un gros travail sur les Français eux-mêmes qui n'ont pas conscience d'être partie prenante de la francophonie, et ça vaut pour la communauté scientifique. Et donc là, il y a plusieurs niveaux d'intervention possibles qui sont, vous l'aurez remarqué, un peu complexes. Voilà. Merci. Merci.